Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'investiture du président de la transition Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Le président du MPSR a prêté serment ce vendredi devant les forces vives de la nation réunies au siège du Conseil constitutionnel. Cérémonie qui intervient 3 semaines après le coup d'État. Le Tchad endeuillé après la mobilisation de ce 20 octobre. Les autorités ont fait état d'une 50aine de morts. Les tensions étaient telles qu'un couvre-feu a été décrété. Et puis focus sur la 8e édition du Rebranding Africa Forum qui s'est clôturé ce 21 octobre à Bruxelles. Un rendez-vous placé cette année sous le thème « Quelle stratégie d'attractivité pour les pays africains ?» Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le bilan des manifestations en Guinée. Au moins 3 personnes sont décédées lors de cette mobilisation selon le Front National pour la défense de la Constitution. À ces chiffres s'ajoute également, je cite, une vingtaine de personnes blessées, dont certaines par des tirs à balles réelles et de nombreuses arrestations. Les protestataires se sont mobilisés ce jeudi pour exprimer leur colère relative à la gestion de la transition. Notons que le procureur général de Conakry, Yamoussa Conté, a ordonné des poursuites contre les organisateurs et tous les participants à la manifestation interdite. 3 semaines après le coup d'État au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été investi ce 21 octobre président de la transition. L'investiture s'est déroulée au siège du Conseil constitutionnel. À l'heure de sa prestation de serment, le nouvel homme fort du pays a notamment mis l'accent sur la crise sécuritaire et humanitaire, ainsi que sur la reconquête du territoire. Les détails avec Gradiela Tchakounté. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois. Il est officiellement aux commandes. Le capitaine Ibrahim Traoré a été investi comme président de la transition au Burkina Faso ce vendredi 21 octobre. Une prestation de serment dans la sobriété. Sur demande du nouveau chef de l'État, seule une 60aine d'invités étaient conviés. Parmi eux, des présidents d'institutions, des militaires et paramilitaires, des membres de partis politiques et des représentants de la société civile, mais aucun officiel étranger. L'existence même de la nation est en péril. Nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. C'est donc le deuxième putschiste après le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba que le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction du Burkina Faso, reconnaît comme président. Selon la charte de la transition adoptée à l'issue des assises nationales, le mandat d'Ibrahim Traoré prendra fin en 2024 avec l'investiture d'un président issu de l'élection présidentielle. D'ici là, le nouvel homme fort est appelé à remettre le pays des hommes intègres sur la voie de la stabilité. Monsieur le Président, c'est à vous qu'il appartient dès à présent d'œuvrer à sortir le Burkina Faso des situations à la base de cette instabilité au sommet de l'État depuis près d'une décennie. Pour ce faire, et ce conformément aux missions de transition définies dans la charte du 14 octobre 2022, il vous faudra très rapidement vous atteler à libérer le pays des hordes terroristes et à permettre à nos frères et sœurs déplacés de regagner leur localité d'origine. Recentrer la transition sur les urgences sécuritaires, c'est en effet l'enjeu numéro 1 pour le nouveau chef de l'État. Le recrutement exceptionnel de 3000 soldats a d'ores et déjà été annoncé pour renforcer les rangs de l'armée dans la lutte contre les djihadistes qui ensanglantent le pays depuis plusieurs années. L'actualité, c'est aussi la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'instance s'est réunie ce vendredi 21 octobre pour se pencher sur la situation au Tigré. Cette région située au nord de l'Éthiopie est en proie à une guerre qui perdure depuis près de 2 ans. Depuis la reprise du conflit en août dernier, plusieurs appels à un cessez-le-feu ont été lancés par l'Union africaine et les Nations unies. Mais l'espoir d'un retour à la paix semble se dessiner. Des pourparlers en ce sens doivent se tenir le 24 octobre en Afrique
Afrique du Sud. Les rebelles du TPLF ont confirmé leur participation. De son côté, le Premier ministre a affirmé ce vendredi que, je cite, « la paix va l'emporter ». C'était un jeudi noir au Tchad. Ce 20 octobre, des manifestants se sont rassemblés à l'appel de l'opposition pour protester contre le maintien au pouvoir du président de la transition Mahamat Idriss Déby. Une mobilisation qui a viré au cauchemar. Des heurts ont éclaté entre les protestataires et les forces de l'ordre. Le bilan est lourd. Les autorités évoquent une 50aine de morts. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le bilan des manifestations violentes du jeudi 20 octobre 2022 s'élève à plus de 50 morts et près de 300 blessés graves. Des chiffres communiqués par le Premier ministre de la Transition, Saleh Kebzabo, qui accuse les organisateurs de ces manifestations d'avoir initié une insurrection populaire armée dans le but de fomenter un coup d'État. Il a annoncé des poursuites judiciaires contre les partis politiques et les organisations de la société civile qui ont bravé l'interdiction des autorités pour organiser une révolte armée. Les manifestations avaient été initiées pour protester contre la prolongation de la transition. Certains citoyens s'insurgent contre cela au point de fomenter un coup d'État par une insurrection armée. La seule réponse se trouve dans leur soif incommensurable du pouvoir, un ego surdimensionné et une vantardise démesurée. Pour eux, seuls eux et eux seuls sont qualifiés pour assurer le pouvoir, même au prix d'une rivière de sang de leurs compatriotes. Pour faire face aux éventuelles insurrections violentes, les autorités ont décrété un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement de l'ordre dans les villes de N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra. Le chef du gouvernement accuse les manifestants de disposer d'armes à feu et d'en avoir fait usage contre les civils pour les mettre sur le dos des forces de l'ordre. Ou qu'on cherche à s'imposer dans une ville seulement. Ce qui s'est passé dans certains disposaient même d'armes à feu utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une 50aine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Le gouvernement a en outre suspendu pour une période de 3 mois 7 partis politiques impliqués dans les manifestations violentes du 20 octobre et a interdit de toute activité sur le territoire national la coalition des organisations de la société civile Wakit Tama. Parmi les victimes de la manifestation du jeudi figure le journaliste Narcisse Orédier qui a succombé à la suite d'une blessure provoquée par une balle. Le Tchad, qui par ailleurs est confronté à d'importantes inondations, plus d'1 million de personnes en sont affectées. La situation est telle que les autorités ont décrété ce 19 octobre l'état d'urgence. Les dégâts matériels sont considérables. Plus de 465 000 hectares de terres agricoles ont été ravagés. Joël Ballot. Des inondations sans précédent au Tchad. Plus d'1 million de personnes, issues de plus de 60 000 familles, sont sinistrées le 19 octobre 2022. Face au risque de sécurité alimentaire et aux moyens limités de subsistance, le président Mahamat Idriss Déby déclare l'état d'urgence dans le but de mieux contenir et gérer les inondations. Courant août 2022, seulement 33% du financement humanitaire requis pour le Tchad en 2022 a bien été reçu par les acteurs humanitaires sur le terrain. C'est plus exceptionnel pour le Tchad et pour la ville de N'Djamena. On a connu cela il y a de cela 50 ans. Personne n'a prévu qu'il y aurait des eaux si grosses, en si grosse quantité. Bien sûr, le gouvernement, par la voie la mieux autorisée, celle du président de la République, a fait une communication et a décrété l'état d'urgence humanitaire appelant à l'aide internationale. Depuis plusieurs mois, le Tchad subit les affres de pluie diluviennes. Plus de 465 000 hectares de champs et 19 000 têtes de bétail englouties, 636 localités dans 18 des 23 provinces du pays affectées par les eaux, faisant de nombreux sans-abri et des blessés. Les autorités nationales, les organismes internationaux, la société civile multiplient les actions d'urgence en faveur des victimes d'inondations. Personne n'a prévu que les eaux allaient retrouver leur lit il y a
50 ans. Les dégâts sont énormes, des sans-abri, des familles vulnérables, des femmes en couche, des jeunes enfants, et puis tous les quartiers de N'Djamena sont envahis, y compris le centre-ville où la canalisation n'a pas été aménagée depuis plus de 10 ans. Ce nombre a déjà dépassé celui de l'année dernière, où plus de 250 000 personnes avaient été touchées par les inondations au Tchad, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires. Dans un appel conjoint, le gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont demandé 5,2 millions de dollars pour fournir des abris, des produits de première nécessité et une protection aux victimes des inondations. Dans le reste de l'actualité, quelle stratégie d'attractivité pour les pays africains? Tel était le thème de la 8e édition du Rebranding Africa Forum, un rendez-vous organisé les 20 et 21 octobre à Bruxelles. Plusieurs conférences étaient au programme. Je vous propose d'écouter Thierry Hoth, le président du Rebranding Africa Forum. La crise actuelle découlant du conflit russo-ukrainien a généré une contrainte sur les pays africains, mais également une prise de conscience qu'il faut repenser les pans entiers de nos économies, allant de la production des denrées alimentaires, ressources énergétiques, en passant par les matériaux de construction ou autres produits de haute technologie. Cette prise de conscience offre l'opportunité de transformer à moyen et long terme une menace en opportunité bien canalisée dans un contexte d'entrée en service de la zone de libre-échange continentale, de nature à renforcer la confiance dans le potentiel de l'Afrique. À l'instar de ce qui a pu être réalisé après la crise de 2008 dans certains pays, la réponse à la crise actuelle passe par des changements structurels, pourvoyeurs d'opportunités et catalyseurs d'attractivité. Les États africains ont moins besoin d'un plan Marshall, maintes fois évoqué et jamais appliqué, que de bâtir et d'appliquer méthodiquement des stratégies d'attractivité. Direction à présent Madagascar, où l'eau potable se fait rare dans certaines régions. D'après l'UNICEF, la Grande Île figure au 3e rang mondial des pays où l'on manque le plus d'eau potable. Une situation alarmante compte tenu de la sécheresse qui sévit dans le sud. Conséquence, certains habitants sont contraints de parcourir des kilomètres pour trouver des sources d'eau. Antonia Tangana. L'eau, devenue une denrée rare dans certains coins du monde. C'est dans le sud de Madagascar et plus précisément dans la région d'Anouzi que les ressources en eau potable sont plus que difficiles, obligeant certains habitants de la région à parcourir plusieurs kilomètres de route afin de trouver la source d'eau potable la plus proche. Pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est le cas notamment de Florine Azefosti. Cette habitante de 55 ans ne peut plus chercher de l'eau pour elle-même et se résout donc à une seule idée, acheter de l'eau à d'autres personnes afin de faire fonctionner son commerce. Notre problème avec l'eau, c'est son coût. Nous devons acheter de l'eau car la source est trop loin. C'est trop loin, je ne peux marcher que 2 heures. Après, je suis épuisée. Depuis environ 3 ans, il n'y a pratiquement plus de pluie dans la région d'Anouzi, mis à part le déluge provoqué par le cyclone Batsirai en février dernier et qui a perturbé le train de vie d'environ 187 000 personnes. Depuis, les habitants sont contraints de survivre grâce à des aides et des fruits réservés au fourrage du bétail. Pour Andriana Rivelo Mamim, conseillère en changement climatique, l'impact des catastrophes naturelles devrait fortement s'intensifier en raison du changement climatique. Le Sud a longtemps connu un climat sec, en particulier dans la région d'Androy, d'Anossi et d'Atsimo Andrefana. Cependant, le changement climatique continue d'aggraver la sécheresse. Les précipitations continueront de baisser et les températures augmenteront. C'est le cas en termes de changement de température, mais en termes de catastrophes naturelles, leur impact sur Madagascar va s'intensifier en raison du changement climatique. En 2019, le pays figurait dans le top 30 de l'indice mondial des risques climatiques. C'est aussi l'une des nations les plus pauvres du monde, avec plus de 75% de la population de Madagascar vivant dans une extrême pauvreté, selon un rapport de l'UNICEF. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.